Elles sont dynamiques, entreprenantes, mais on dit également qu'elles n'oseraient pas franchir un cap politique. La Côte d'Ivoire a décidé d'appliquer la loi sur les quotas pour garantir une meilleure représentation des femmes dans les instances politiques sur le plan local, régional et national, dans une vision inclusive. Comment se manifeste-t-elle? Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le débat politique. 4 intervenants pour une question d'actualité. Élections locales, le quota des femmes, d'accord, mais sont-elles prêtes? Ce soir, je reçois sur ce plateau, et pour y répondre, Madame Marguerite Yolibi-Koné. Bonsoir, Madame. Bonsoir, Madame. Alors, vous êtes conseillère technique en genre au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. C'est exact. Et également experte en processus électoraux. Absolument, et en gestion des conflits. En gestion des conflits, très intéressant et très important ce soir. À votre droite, le docteur Nicaise Lille. Bonsoir, docteur. Bonsoir, madame. Alors, un sociologue est toujours très important dans ce type d'émission. Alors, vous êtes également enseignant-chercheur à l'université Alassane Ouattara, ex-Boaké. Tout à fait. Bienvenue, docteur. Merci, madame. Bonsoir, madame Nina Hamon. Bonsoir, madame. Alors, vous représentez sur ce plateau le compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire. C'est bien cela. Bienvenue à vous. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci d'être là. Docteur Préignon Claude Naï, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, vous êtes enseignant, chercheur, politiste. Tout à fait. Vous allez nous expliquer tout à l'heure quelle est la différence entre politiste et politologue. Avec plaisir. Très bien. Ce débat est donc interactif et vous pourrez, chers téléspectateurs, poser des questions et bien sûr aussi intervenir avec peut-être des contributions et tout simplement en scannant le code QR qui s'affiche là au bas de votre écran. En attendant, nous retrouvons Davis Oyo pour l'état des lieux. Après son expérimentation mitigée aux élections législatives de 2021, c'est la première fois que le quota de 30% est respecté pour les élections régionales et municipales. Sur 758 listes de candidatures aux municipales, 750 ont été retenues, soit 8 rejetées. Au régional, sur 94 dossiers de candidatures déposés, un seul a été rejeté. Les 30% dévolus aux femmes, les 30% sont de façon alternée avec les hommes. Donc, on commence par le début de la liste et c'est de façon alternée. Donc, sur une liste, la tête de liste est un homme, le suivant est une dame. Il y a aussi la possibilité de mettre 2 hommes et une femme, comme 2 femmes et un homme. Mais il est indiqué que cette proportion de 30% doit être en début de liste et non à la fin de liste. Parce que vous comprenez bien, on peut mettre 30% de femmes en fin de liste. Et comme les élections locales sont des élections à la proportionnelle, et c'est évident que toutes les femmes qui seraient mises à la fin de la liste ne pourraient pas éventuellement figurer dans des conseils. Voilà. Donc c'est pour cela que le législateur a souhaité que les 30% figurent en début de liste. Les grands partis politiques tels que le RHDP, le PPACI, le FPI et le PDCI-RDA ont tous respecté cette clause incontournable du code électoral. Il en est de même pour les candidatures indépendantes. Le législateur, après avoir légiféré, nous a instruit à le fait d'accepter que des candidatures qui ont 30% de femmes. C'est ce que nous avons fait et c'est ce qui va prévaloir d'aujourd'hui jusqu'à ce que le législateur revoie la loi. La clôture des dossiers de candidature aux élections locales était prévue pour le 19 juillet. Elle a été finalement prorogée au 23 juillet 2023. Décision prise par la Commission électorale indépendante à la demande des partis et groupements politiques. L'idée leur permet de se mettre en règle sur plusieurs points. Alors, mesdames, messieurs, que vous inspire justement cet élément, Madame Yolibi-Koné? En tant que représentant du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, ministère porteur de cette loi de quota minimum de 30% des candidatures, nous ne pouvons que nous réjouir de l'application effective de cette disposition légale. Et nous espérons que on ira au-delà des 30%, puisqu'il s'agit d'un minimum de 30% de candidatures féminines. Mais nous nous réjouissons
déjà que cela a pu s'appliquer pour ces élections locales et ces élections régionales à venir. Vous avez vu les statistiques qui sont passées tout à l'heure. Le cap des 30% minimum a été dépassé pour toutes les candidatures et nous nous réjouissons et nous pensons que nous sommes sur la bonne voie en tant que ministère de tutelle, ministère porteur de cette loi. Docteur Lille, le sociologue que vous êtes, je vais juste rappeler, je vais remercier Davis Oyo pour ce papier. Alors, au niveau des femmes, des municipales, c'est 34%, donc on a dépassé les 30%. Et en ce qui concerne les régionales, on a 32%, donc on est au-delà des 30%. Le commentaire du sociologue que vous êtes. Le sociologue que je suis va faire remarquer que la société ne change pas par décret. La preuve, on est obligé de créer la règle. Ça veut dire que ce n'est pas aussi évident que ça, puisque depuis la nuit des temps, je pense qu'il y a cette règle, Dieu merci, que les gens sont obligés d'appliquer, mais peut-être que quand on va débattre, on verra que peut-être que dans la réalité, les choses ne sont pas si admises que ça. Docteur, oui. Seigneur, Oui, madame. le politiste, qu'est-ce qu'il en pense? Bon, déjà, moi je pense qu'il faut saluer la volonté politique. Oui. Il faut saluer la volonté politique. Et avec la loi de 2019, il faut aussi saluer l'action de la CEI. Parce que la CEI, justement, a contribué avec son action à mettre en œuvre cette loi. La CEI a publié les statistiques de 30% pour chaque département, pour chaque région. Et la CEI a exigé le respect de ces 30% pour la recevabilité des listes. Donc déjà, au niveau de la volonté politique, il faut la saluer. Elle existe. Maintenant, comme le docteur Hill l'a dit, il y a effectivement d'un côté la volonté politique et puis maintenant il faut réaliser de façon matérielle cette participation des femmes. Mais pour le moment, avec le reportage qu'on a vu, il y a effectivement une volonté politique affichée. Volonté politique affichée, Madame Hamon, le Compagnum travaille effectivement aussi sur cette question. Alors, quel est votre commentaire ce soir au regard des résultats? Comme mes prédécesseurs, pour le Compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire, c'est également une victoire de savoir que 30% est consacré à la femme. Mais il faut dire que c'est une justice sociale que le législateur vient de réparer aujourd'hui. Parce que les femmes constituent 47,8% de la population selon les résultats du recensement général de 2021. Et aujourd'hui, passer vraiment à l'autre bord avec ces 30% que le législateur a bien voulu accepter, parce qu'on avait déjà des tests qui définissaient les 30%, mais l'applicabilité était un problème. Aujourd'hui, tout le monde a accepté, comme l'élément a dit, le législateur a accepté et a émis ça comme une condition sine qua non pour pouvoir accepter la candidature des différentes listes. Et nous, au Compendium de compétences, nous disons que nous avons franchi un grand pas. Et c'est un grand pas pour toutes les femmes de Côte d'Ivoire qui méritent d'être saluées. Alors, cela mérite d'être salué, vous l'avez dit, la CEI a été ferme dans sa décision. Alors, ce soir, nous avons donc une pensée pour ces héros, les séries Marie Zogbo Gallo, Épouse Corée, Anne-Marie Raji, Mamba Bakayoko, Jeanne Gervais, Odette Ekra, Lorugnon Zikaï et toutes les autres femmes qui ont pourtant marché pour la liberté un 24 décembre 1949. Et aujourd'hui, on parle des 30%. Est-ce que déjà à l'époque, ce n'était pas un signal fort de la force des femmes et de leur présence dans le débat politique? Madame Yolibi. Effectivement, depuis la nuit des temps, depuis les indépendances de la Côte d'Ivoire, même au temps colonial, les femmes ont démontré qu'elles étaient capables d'eux. Et aussi, il faut savoir que, contrairement à d'autres pays, en Côte d'Ivoire, les femmes n'ont pas eu à se battre pour être électrices. Et donc, elles ont toujours participé à la prise de décision, elles ont toujours participé. Sauf que nous avions déploré le fait qu'elles n'arrivaient pas à être assez nombreuses au niveau des postes de décision. Et ce plafond de verre qui n'arrivait pas à être brisé l'a été maintenant avec l'appui, l'aide du législateur, comme on l'a dit, mais en même temps avec des institutions comme la Commission électorale indépendante qui a mis en application la loi votée par le législateur. En 2019. En 2019.
et l'applicabilité, puisque depuis 2019, c'est maintenant que nous avons des élections. Et donc, la loi a aidé à faire bouger les lignes, à briser ce plafond de verre que les femmes, malgré leur dynamisme, malgré ce que les femmes, la marche de Grand Bassam, etc., malgré le dynamisme des femmes, leur implication dans la vie de la nation, malgré tout cela, elles n'arrivaient pas à dépasser 30%. Alors, est-ce que vous comprenez, je vais revenir un tout petit peu en arrière, qu'il ait fallu à la CEI donc proroger la date limite pour le dépôt des candidatures pour peut-être inciter, même si c'est vrai, c'était à la demande des partis politiques, pour inciter quelque part aussi ces partis à se mettre en règle. Est-ce qu'il n'y a pas de femmes compétentes pour être de prime abord sur les listes? Je vous demande, je pose cette question à tous les quatre. D'accord, moi je vais y aller. Dire qu'il n'y a pas de femmes compétentes, je dirais que... c'est une question que je vous pose. Oui, effectivement, parce que cette question revient de plus belle. Et revient plusieurs fois où on dit on ne sait pas où sont les femmes. C'est ce qui a même suscité la création du compendium des compétences féminines pour répondre à l'épineuse question de on ne sait pas où sont les femmes. Et le compendium aujourd'hui, avec une base de données de plus de 17 000 femmes, vient apporter une réponse. Alors, si les partis politiques disent que nous ne savons pas où sont les femmes, le compendium des compétences féminines apporte cette réponse. Aujourd'hui, on ne peut plus dire qu'on ne sait pas. Et les femmes compétentes, il y en a. Vous-même, regardez un peu les chiffres que nous avons à chaque élection. La proportion des femmes augmente. C'est vrai qu'elle augmente lentement, mais elle augmente. Elle a ce mérite d'augmenter. Et il y a l'intérêt des femmes sur la question politique. Donc on ne peut pas dire qu'on ne sait pas où sont les femmes, on ne peut pas dire que les femmes ne s'intéressent pas à la politique. Alors, quel est le problème, Dr Prignon? Les femmes, où sont les femmes? Sont-elles prêtes? D'ailleurs, c'est le sujet de ce débat. Sont-elles prêtes? Oui. Où elles sont? Non, mais déjà, il faut dire que la question de la participation des femmes dans l'arène politique, ce n'est pas une question qui est nouvelle, elle est ancienne. Il y a déjà ces préjugés qui ne date pas d'aujourd'hui. Il a fallu Beijing pour qu'on puisse commencer à mettre cette question sur l'agenda politique. Maintenant, il s'agit de voir comment chaque pays essaie de mettre en application les recommandations de Beijing. On prend le cas de la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas qu'on oublie que la politique est structurée par l'action des partis politiques. Et l'une des fonctions des partis politiques, c'est le recrutement politique. Et donc, ces partis politiques, il faut le dire, hésitent justement à mettre les femmes en première ligne. Mais pourquoi? Parce que justement, ils ne sont pas convaincus qu'avec les femmes, ils auront le succès électoral qu'ils veulent. Et malheureusement pour eux, il y a des faits qui démentent. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on a des figures de proue de la politique qui sont sur la scène il y a longtemps. On peut citer des exemples. Le professeur Dagri Diabaté, qui est une femme politique de qualité. Il y a le docteur Simone Gbagbo. Il y a plusieurs cas. Il y a, paix à son âme, l'ancienne maire de Port-Boué, Madame Hortas Angui, qui a multiplié des mandats. Maintenant, le problème, c'est de savoir est-ce que ce n'est pas justement le plafond de verre qui persiste dans la tête des hommes politiques, mais des partis politiques ivoiriens, parce qu'il y a des preuves que les femmes, quand elles rentrent en politique, elles ont des compétences. Et nous avons les preuves que, justement, elles arrivent à réussir. Et il y a des succès électoraux qui le montrent. Maintenant, la question reste posée. Pourquoi? Pourquoi, docteur Lille, le sociologue, pourquoi pense-t-on, certains pensent que la femme ne peut pas faire de la politique et on ne mise pas sur, entre guillemets, un cheval gagnant féminin? Bien, si je peux prendre quelques 2-3 minutes. La question est très ancienne. Je ne suis pas très sûr, mais allez-y. Bon, je vais commencer. Oui, puisque vous me posez la question. La question est très ancienne parce que ça part d'abord des rôles sociaux. Hommes-femmes, la division du travail. Absolument. Le dehors et le dedans. Qui a le droit d'être dehors, qui a le droit de prendre la décision. Donc ça part de là. Presque toutes les sociétés mondiales sont patriarcales. Le pouvoir a toujours été réservé aux hommes. La question politique a toujours été considérée, à tort ou à raison, comme masculine. De telle sorte qu'on vient de là, on vient de très loin. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les préjugés, on l'a entendu, les préjugés des partis politiques, les préjugés de la société globale elle-même, les préjugés des femmes elles-mêmes. Est-ce que les femmes sont prêtes à voter pour d'autres femmes? Parce que quand on pose les questions aux femmes, elles préfèrent toujours être dirigées par des hommes. Et pourquoi? Parce qu'elles disent que les hommes sont plus objectifs, ils sont plus professionnels, alors que les femmes sont plus émotives, plus jalouses et plus regardantes sur les habits et les chaussures.
Et il y a aussi les préjugés. Est-ce que ce ne sont pas des préjugés féminins? Nous posons les questions. Oui. Ce que moi j'ai dit, ça c'est vraiment une étude sociologique. Oui. Est-ce qu'une femme souhaiterait être gouvernée par un homme, un leader homme, ou un manager homme ou une femme? En général, c'est elle-même qui répond qu'elle préfère être dirigée par des hommes. C'est choquant, hein, parce que je fais régulièrement même des conférences pour le 8 mars et je suis toujours choqué qu'en posant la question, les femmes votent moins pour un manager ou un leader femme comme elle. C'est choquant, mais si vous voulez, on peut continuer. On peut aussi poser les questions. Alors, comme il y a le ministère de la femme qui est là. Il y a aussi, c'est ça. Et il y a aussi les préjugés des hommes eux-mêmes aussi. Et puis il y a les préjugés des militants et des militantes. Voyez-vous, donc c'est toute une série de préjugés, malheureusement, qui pèsent sur la femme. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde, vous avez parlé de compétences, les femmes sont très excellentes à l'école, dans les diplômes, un peu partout, et elles sont hyper dynamiques. Et d'ailleurs, si on va encore plus loin, à l'époque, les femmes partageaient à 100% la décision. Quand en Afrique, on disait la nuit porte conseil, mais c'est parce que chacun allait poser la question à madame. Et la vie de madame comptait pour beaucoup dans les décisions finales sous l'arbre à palabre. Sous l'arbre à palabre. Alors, on aime parler de chiffres et les chiffres aussi sont très explicites. Alors, en matière de présence des femmes dans les assemblées élues, l'Union interparlementaire classe la Côte d'Ivoire à la 151e place sur 193 pays. Absolument. Elle est 43e sur 54 pays et 10e sur 15 pays de la CEDEAO. 11 même. Est 11e. Maintenant, 11e. Donc, on a passé un cap, mais 11e sur 15 pays. Alors, quel commentaire? Est-ce que c'est reluisant? Est-ce que ça reflète réellement tout ce que vous êtes en train de faire? Allez-y. Sur cette question, effectivement, de la place de la Côte d'Ivoire dans le concert des nations, parce que lorsque on fait des classements du développement de la Côte d'Ivoire, etc., ce n'est pas reluisant. Et c'est d'ailleurs pour cela que le gouvernement a introduit cette question dans la Constitution, à l'article 36, pour dire qu'il faut faire la promotion, il faut faire des dispositions pour faire la promotion de la femme dans les espaces politiques, dans les assemblées élues. Et ça a été concrétisé par cette loi. Mais je voudrais dire que c'est vrai que les partis politiques ne veulent pas miser sur les femmes. Mais il faut qu'ils sachent que le taux de réussite des femmes est supérieur au taux de réussite des hommes. Parce que lorsqu'on prend les candidatures féminines et qu'on voit le résultat au final, les femmes réussissent mieux, le taux est meilleur. Et le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, sur cette question de dire où sont les femmes n'osent pas, etc. Elles ont peur. Ils ont dit, même les partis politiques avaient dit, mais où on va trouver les femmes pour faire 30%? Et pourtant, ils reconnaissent que ce sont les femmes qui remplissent les meetings quand ils les font. Et donc, attends, là je vous prends au mot. Alors, justement, les femmes remplissent ces meetings. Est-ce que c'est le rôle des femmes que de remplir les meetings? J'en arrive. C'est pas pour remplir. C'est pour ça qu'on leur a dit, mais les femmes, elles sont présentes. Mais comme il a dit, c'est la sociologie. C'est-à-dire, on a été socialisés tous. Nous sommes dans une société patriarcale. Et donc, les femmes sont dedans. Les hommes sont dehors parce que la politique, la prise de décision pour la société, c'est les hommes qui doivent être devant. Mais aujourd'hui, avec le développement que nous voulons, avec l'émergence que nous voulons, on ne peut pas se permettre de mettre de côté, le luxe de mettre de côté 50% de l'expertise, parce que les femmes constituent environ 50% de l'expertise. Et en compétences également. Et en compétences. Également. Voilà. Oui, je voudrais vous entendre, Madame Hamon. Oui, effectivement, tout ce que Mme Yolibi a dit est tellement vrai. La société patriarcale nous maintient dans une situation nous relègue justement la femme à l'arrière-plan. Et elle est née dans une famille sous l'autorité parentale, sous l'autorité du père. Elle va dans le mariage sous l'autorité du mari. Donc, vous voyez, elle transpose cette autorité-là partout où elle va. Mais à un moment donné, il faut que ce sentiment-là puisse s'arrêter. Et aujourd'hui, de plus en plus, les femmes s'affranchissent. Je l'ai dit tout à l'heure, vous voyez, quand il y a la question des élections, elles se positionnent. Et nous, en 2016, avec Mme la ministre Efrazi Yao, quand nous avons organisé le programme de formation, de coaching au bénéfice des femmes candidates, nous avons vu l'intérêt véritablement de ces femmes-là. Nous avons vu combien de fois elles voulaient participer à la vie politique.
Nous avons vu combien de fois elles voulaient être formées, avoir des outils pour pouvoir être efficaces sur le terrain. Donc, on ne peut pas dire que les femmes n'osent pas. Bon, en tout cas, je vais demander donc aux politiques ce qu'ils en pensent. Hein. Elles n'osent pas, est-ce qu'elles ont peur ou bien c'est la violence dans la... Qu'est-ce qui bloque quelque part? Oui, moi je pense que il ne faut pas aussi facilement penser que ce sont des conditions qui n'existent pas. Mais il y a aussi une responsabilité des femmes. Parce que les femmes, est-ce que les femmes veulent s'engager en politique? Ça, c'est une question, oui. C'est une question importante. Nous allons y répondre. Parce qu'on a toujours tendance à écouter les militantes des droits des femmes. Elles disent que les femmes, elles sont engagées, elles sont prêtes. Mais en réalité, il faut dire que l'activité politique, le métier de politique, il y a des contraintes. Il y a des contraintes qui s'imposent aux militants politiques que notre société ne peut pas accepter chez une femme. Et pourquoi? Parce que justement, on n'est pas encore... Ce n'est pas moi, c'est la situation telle qu'elle est que j'ai décrite. Aujourd'hui, imaginez une femme qui va à une réunion politique, qui se ramène à 22h, ses enfants dorment, et elle doit répartir le lendemain à un meeting politique, elle doit faire un voyage d'une semaine au nom de son parti, et pendant ce temps, sa famille est là, son époux est là. Et donc, effectivement, il y a des sociétés développées qui, aujourd'hui, arrivent à permettre que les femmes puissent justement avoir ces droits-là et mener ce genre d'activité. Aujourd'hui, nous sommes dans des sociétés où le rôle social de la femme est important. De sorte que, quand la femme mène les mêmes activités que l'homme, ça joue sur, justement, la cellule familiale. En réalité, je veux dire, ce n'est pas que je soutiens ça, mais c'est une réalité. C'est-à-dire que quand vous avez dans un foyer le monsieur qui prend 60%, 80% de son temps hors de la maison, oui. La femme, si elle est femme politique, peut-être qu'elle va prendre 70% de son temps hors de la maison. Et chez nous, en Afrique, ça va poser un problème, ça va affecter la cellule familiale. Je voudrais dire tout de suite que ce qu'il dit, c'est la réalité. Oui, c'est ce qu'il dit, c'est ce que les gens pensent. Alors, nous avons fait une tournée. Dès qu'on a vu les candidatures de tête de liste publiées par les partis, par 4 ou 5 partis, on s'est dit, mais les 30% ne vont pas être respectés. Alors, sur instruction de Madame la ministre de la Femme, Madame Touré Nasseneba, nous avons participé à une tournée avec le comité pour le suivi, pour la prise en compte du genre dans les processus électoraux, avec le soutien de ONU Femmes. Nous avons fait une tournée dans 4 localités. Alors, nous avons savoir lesquelles? Nous avons fait Bouaké, oui. Nous avons fait Bundiali, nous avons fait Tengrela, nous avons fait Odiéné. Je vous assure, lorsque nous sommes allés à Bouaké déjà, nous avons rencontré d'abord les femmes. Lorsque nous avons rencontré les femmes, elles disent non, qu'on ne veut pas... nous sommes dans les partis politiques, c'est vrai, mais quand on va, les hommes nous chassent, ils font les réunions à des heures indues. Donc ils font exprès? Ils font exprès. Alors, nous leur avons dit, il faut oser parce que vous avez le pouvoir du nombre. Il faut le leur dire. Mais à Bundiali, il faut mettre les femmes en confiance. À Bundiali, lorsque nous avons rencontré... c'est une anecdote que je rencontre, parce qu'à Bundiali, lorsque nous avons rencontré les femmes le matin, parce que l'après-midi, on rencontre les délégués des partis politiques. Oui. En général, ce sont des hommes. Nous avons rencontré les femmes. Nous leur avons expliqué le bien fondé de leur participation à la vie politique, parce que c'est là-bas que ça se décide de leur bien-être. Oui. Et l'après-midi, lorsque nous avons rencontré les délégués des partis politiques, la première question qu'ils nous ont posée, mais qu'est-ce que vous avez dit aux femmes? On dit, mais pourquoi? Ils disent non, il y a des femmes auxquelles on avait proposé des responsabilités, elles avaient refusé. Mais avant qu'on arrive ici, elles ont commencé à nous appeler pour nous dire, non, on accepte d'être responsable et tout ça. Il faut mettre la femme en confiance. Il ne faut pas, il faut mettre la femme en confiance, savoir qu'elle a le pouvoir du nombre. La femme, d'abord, elle doit savoir qu'elle a le pouvoir du nombre. Les hommes, les partis politiques doivent savoir qu'avec ce pouvoir du nombre, la démocratie, ils doivent compter avec les femmes. Et les femmes doivent savoir aussi que c'est quand elles sont où on décide que les aspirations sont prises en compte. Il suffit de le leur dire. Et c'est le rôle du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, et avec toutes les structures qui nous soutiennent, comme ONU Femmes, comme les partenaires, comme les ambassades, etc. Okay. Et c'est ce qui est fait. Je voudrais entendre le sociologue sur ce moi,
J'adhère à ce qu'il a dit, parce que la politique, c'est une pratique. Ben oui. Et moi, j'ai été candidat. Et je sais ce qu'il dit. On est tout le temps dehors, à n'importe quelle heure, il y a des réunions. Et c'est plus adapté aux hommes qu'aux femmes. Dans ces conditions, il n'y aura plus de femmes, alors? Non, ce que j'ai dit, c'est une question. la réalité. On n'a pas dit que nous... C'est ce qu'il a dit. Ce n'est pas caution ou justification. C'est pratique. C'est pour ça que nous, quand on dit on dit pratique. Il y a le Sénégal qui est là. C'est ce qui se fait. Voilà. Par exemple, quand moi, j'étais candidat, oui. je faisais pratiquement du 24 heures sur 24. Wow. Soit dans les meetings, soit dans les staffs de réflexion, soit. Effectivement, à des heures données, on était obligé de libérer les femmes. Voyez-vous? Parce que c'est elle qui vous demandait de les libérer ou bien c'est vous si elle ne nous le demandait pas, ça nous semblait abusif de les garder. Alors c'était votre proposition? Non, mais je veux dire, on est dans des réalités. Il le faisait à dessein pour éliminer les femmes. Bon, d'accord. Je pense qu'il le faisait à dessein parce qu'au Sénégal, il y a une loi qui a été prise à l'Assemblée nationale parce que quand les femmes ont atteint, parce que là-bas la loi c'est 50%, lorsque les femmes ont atteint plus de 43%, il y a une loi qui a été prise pour dire on ne fait plus de réunions au-delà de 22 heures. Parce que les hommes qui ne veulent pas, chose qu'on appelle, qui gardent les femmes qui sont en politique, qui sont là, est-ce qu'ils accepteraient que leurs femmes viennent, soient là jusqu'à 1h du matin? Donc, il faut faire en sorte que les femmes, les horaires correspondent à tout le monde. S'adapter au contexte. Il faut s'adapter au contexte. On le fait exprès pour éliminer. Il y a beaucoup d'autres choses qui c'est un peu pervers. C'est un peu pervers. Non, vous allez finir et j'ai des questions. Allez-y, docteur. En fait, moi, c'était des femmes qui me soutenaient. Donc, je n'avais aucun intérêt à les éliminer. C'est un non-sens. C'est un non-sens. C'était des femmes, au contraire, qui, moi, me soutenaient, qui étaient dans mes associations. Donc, votre démarche était laquelle? Non. De les libérer. Ce que j'ai dit. Oui, docteur. À partir d'une certaine heure, on a mauvaise conscience. Moi, je parle de moi. Oui. Personnellement, j'avais mauvaise conscience de les garder. D'accord. Parce qu'en tant que candidat, quelle que soit l'heure, quand on vous sollicite, vous ne pouvez pas jouer au dur. Mais ce n'est pas parce que vous, en tant que tel, vous êtes sollicité et que quelle que soit l'heure, vous êtes dans la pratique que vous êtes obligé de garder. Moi, j'avais mauvaise conscience. D'accord, très bien, docteur. J'ai bien compris. On a des questions, hein, c'est bien que les téléspectateurs participent. Alors, Ouattara de Côte d'Ivoire dit ceci. Est-ce que la femme peut garantir la sécurité de la population? Bon, ça, je ne... Oui. Alors, je voudrais dire cela. On est sur des questions. Alors, rapidement, est-ce que la femme peut garantir la sécurité de la population? C'est une question claire. Moi, je voulais répondre mais rapidement. De la population. Je voulais qu'on revienne un peu au Libéria. Quand Mme Johnson était présidente du Libéria, est-ce que tout le monde... Qu'est-ce qui s'est passé? Le Libéria a disparu de la planète? Non, pas du tout. Bon, et puis la sécurité, c'est pas... On trouve les femmes dans l'armée, dans la police, tout ça. Donc, bon, à ce niveau-là, on ne peut pas craindre que... voilà, il y a des femmes qui ont le grade de général et tout ça. Donc, bon, c'est pas... Voilà. Mais par contre, je veux dire que les femmes garantissent la sécurité, je peux le dire, parce que lorsqu'on confie une tâche à une femme, elle la mène jusqu'au bout. Et donc, les partis politiques gagneraient à mettre plus de femmes dans leur staff. Parce que lorsqu'ils vont mettre ces femmes-là dans le bureau de vote comme représentants, elles vont être là du matin jusqu'au soir, elles vont bien surveiller les urnes, elles vont bien surveiller le processus, alors que les jeunes hommes vont sortir pour aller fumer, pour aller... Ça, c'est l'expert qui parle. Voilà, c'est ça. Docteur, je voulais vous entendre sur la question justement de M. Ouattara. Est-ce que la femme peut garantir la sécurité de la population? La sécurité de la population. Si elle est aux fonctions, qu'elle a la compétence, il n'y a aucun problème. On parle de compétence. C'est ça. Alors, Au fait de Côte d'Ivoire nous demande ceci. Alors, le faible pouvoir économique des femmes ne constitue-t-il pas un réel handicap pour celles-ci? Ça, c'est vrai. Le pouvoir financier. Ça, c'est vrai. Madame Maman. Tout à fait. Oui, le pouvoir économique de la femme constitue un frein également. Oui. Parce qu'en politique, il faut partir... Je veux m'apaisantir un peu sur la question de la campagne électorale qui coûte excessivement cher.
qui englobe aussi la communication. Et nous savons tous qu'en matière de communication, c'est des millions et des millions qu'il faut engranger. Et donc, si la femme qui est en politique n'a pas suffisamment de moyens financiers, ce sera difficile pour elle de pouvoir partir. Mais à beaucoup des formations que nous avons faites avec nos formateurs, nous avons dit qu'il faut pouvoir tisser des alliances stratégiques pour que ces personnes puissent vous accompagner là où votre pouvoir économique ne vous permet pas, Oui. que vos partenaires devant vous puissent vous accompagner. C'est vrai qu'ils ne pourront pas le faire tout le temps, mais au moins sur certains pans, ils pourront vous accompagner. D'accord. Docteur, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que l'aspect financier peut-il être un frein en ce qui concerne justement la présence de la femme en politique? Oui, je pense que oui, puisque déjà dans la société, traditionnellement, Oui. les femmes, toutes choses étant égales par ailleurs, bien sûr, sont considérées économiquement beaucoup plus faibles. Et comme la politique demande des moyens, Oui. naturellement, elles ne sont pas favorisées de ce côté-là. Oui, selon la tournée dont je venais de parler, Oui. donc, c'est ressorti. C'est ressorti. Elles n'ont pas suffisamment de moyens et nous savons bien que parmi les pauvres en Côte d'Ivoire, il y a plus de femmes. Docteur, votre avis là-dessus? Moi, je ne veux pas généraliser, parce que je veux aller dans l'inverse. C'est-à-dire, prenons les femmes qui ont les moyens, Oui. prenons les statistiques. Combien de femmes qui ont les moyens qui font la politique? Donc déjà, à partir Est-ce qu'il faut avoir des... Est-ce que parce qu'une femme a des moyens, elle doit faire nécessairement... Non, mais la justement, politique? puisque vous posez la question, vous dites que... Bon, enfin, vous supposez que la pauvreté peut être un obstacle à la participation des femmes dans la politique. Donc, moi, je dis, effectivement, si on veut aller dans ce sens-là, on va faire le sens inverse pour savoir, parmi les femmes qui ont les moyens, combien d'entre elles s'engagent en politique. Mais est-ce qu'elles ne sont pas intéressées? Mais justement, l'une des raisons, les études ont montré, Oui. l'une des raisons pour lesquelles les femmes ne s'engagent pas, c'est le désintérêt des femmes. Tout à l'heure, je l'ai soulevé, peut-être que les dames sur le plateau n'ont pas forcément été d'accord, mais il y a des études qui l'ont montré. Oui. D'abord, il y a le désintérêt des femmes. Oui. C'est vrai. Maintenant, l'aspect financier, en tant que spécialiste en sciences politiques, ce que je sais, c'est que les investitures politiques, la plupart du temps, les candidatures sont supportées financièrement par les partis politiques, en dehors des candidatures indépendantes. Oui. Et donc, si une femme a été choisie par son parti, ce n'est pas elle qui va financer. Donc déjà, c'est le parti. C'est le parti. Maintenant, les candidatures indépendantes, Pas du tout. bon, forcément, la personne va financer. Mais ce que je veux dire, l'aspect financier ne peut pas forcément être un obstacle. Parce que justement, pour que vous ayez les moyens pour aller en campagne, en tout cas, c'est le terrain qu'on étudie, on est en Côte d'Ivoire. Oui. Voilà. En dehors des candidatures indépendantes qui sont pratiquement dérisoires par rapport aux candidatures qui sont portées par les partis politiques, les candidatures portées par les partis politiques sont financées. Normalement. Voilà, oui, la plupart du temps, peut-être que le candidat va intervenir. Le problème, c'est les partis politiques. Oui, alors. je pense qu'il y a une limite quand même à ce qu'il dit, parce qu'il faut d'abord se distinguer sur le terrain. Donc, ça demande des moyens. Absolument. C'est après maintenant que le parti peut vous coopter. Donc, ça veut dire que toutes les femmes ou les hommes, peu importe, celui qui se lance en politique doit faire au moins 5 à 10 ans de terrain où il se distingue d'abord avec ses propres moyens. C'est après et seulement après que, quand le parti le coopte, que le parti peut venir en dernière instance pour le soutenir. C'est ce que Mme Armand disait, non? Elle dit il faut être stratégique. Pour les femmes, même si elles n'ont pas les moyens, il y a une autre stratégie. Il faut être stratégique, il faut faire des partenariats, il faut être sur le terrain. Il faut commencer tôt. Et ça, c'est vrai. Et c'est pour cela que nous faisons des formations des femmes, pour leur montrer la stratégie. Parce qu'elles ne peuvent pas aller en politique avec les mêmes armes que les hommes. C'est clair. Ça, c'est sûr. C'est clair. Voilà. Alors, on va revenir à quelques chiffres. C'est vrai que ce ne sont pas les postes électifs. On parle du gouvernement, 22%. C'est la représentativité des femmes dans le gouvernement avec un poste régalien et de décision au ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora. Mais les femmes ministres sont visibles, elles sont très actives. On a l'impression qu'elles sont une vingtaine. Une vingtaine. Alors, est-ce que ce n'est pas des messages forts? Même si ce ne sont pas des postes électifs, elles sont nommées. Est-ce que ce n'est pas des messages forts? Moi, je vais vous partager une anecdote que Mme la ministre a bien voulu nous partager. Il y a un directeur général d'une structure. Oui, après, oui. Un directeur général, comme je disais tout à l'heure, qui a 10 directions dans sa structure. Mm-hmm. Et dans ces 10 directions, il y a 3 directions qui sont assurées par des femmes. Et 85% des recettes engrangées par cette direction générale-là proviennent des directions dirigées par ces 3 femmes.
Très bien. Donc, il y a un impact de la présence des femmes en poste un impact positif. Et puis, de par la spécificité des femmes et des hommes, chacun apporte son grain de sel. C'est une complémentarité. Une complémentarité. Oui. Très bien. Une complémentarité. Et ceux qui ont expérimenté la prise en compte ou bien la participation des femmes à des postes de décision ont vu les résultats. Aujourd'hui, nous avons des formations en ingénierie de genre où c'est les directeurs même qui voient la valeur ajoutée de ces formations-là, qui envoient leur personnel se faire former. Donc, c'est une prise de conscience. Mais une prise de conscience. Alors, justement, nous allons voir dans quelques instants quel est l'impact des 30% de femmes dans la vie politique ivoirienne. Et nous retrouvons Davis Oyo et Ibrahim Touré. Les élections municipales et régionales du 2 septembre prochain se tiendront dans une atmosphère particulière. La raison, l'exigence pour la première fois d'un quota de 30% de femmes sur les listes de candidatures. Certaines têtes de liste et d'autres à des places stratégiques sur les listes de candidatures. Toutes seront sur le terrain pour conduire leur chapelle politique ou leur bannière à la victoire. Une exigence obtenue grâce aux multiples actions des organisations internationales, ONG et institutions pour l'application des tests. La prise de la loi sur le quota a été un processus inclusif. Tout le monde a été associé du début à la fin, même à la prise du décret d'application. La ministre a fait circuler le décret aux organisations de femmes, en tout cas aux acteurs des droits de l'homme qui travaillent sur la question de la participation politique des femmes. Tout le monde a travaillé sur ce test. Et donc, c'était un test consensuel. Et nous sommes, en tout cas, en tant qu'acteurs des droits de l'homme, nous sommes très heureux aujourd'hui de voir que cette loi est appliquée entièrement dans le cadre des élections municipales et régionales. Et nous espérons que cela va se poursuivre pour les autres élections à venir. En plus d'être en contact permanent avec les femmes, le CNDH a renforcé leurs capacités sur les différents mécanismes de la vie publique. Objectif, leur permettre d'affronter efficacement les réalités du monde politique. Ces femmes qui sont sur les listes ont bénéficié de formations de coaching. Ils ont été formés par les organisations de défense des droits de l'homme. Il y a eu des formations faites par le ministère de la Femme et même le Conseil national des droits de l'homme, depuis la prise de cette loi, a mis en place un programme qu'on a appelé le coaching des femmes. Femmes, prends ta place. Et nous venons de coacher près de 160 femmes qui seront des directrices de campagne, qui sont sur des listes et qui sont aussi membres de staff des candidats. Pour l'heure, de nombreux observateurs sont impatients de voir l'impact de cette participation actée des femmes dans les élections locales. Ils attendent surtout le soir du 2 septembre 2023 pour mieux se prononcer. Merci Davis Oyo et Ibrahim Touré. Alors, messieurs, mesdames, quel commentaire après cet élément? Est-ce que les femmes jouent gros au regard du quota qui a été respecté? Docteur. Bon, moi je pense qu'on va observer. On va observer parce que c'est une première. On a l'impression qu'il y a une mobilisation générale pour que les femmes puissent effectivement prendre part à la vie politique. Et donc, aujourd'hui, on va observer ce que cela va apporter comme point qualitatif, je vais dire, à la vie politique. Vous avez des doutes? Non. En fait, nous, on attend. C'est juste une question. Non, en fait, oui, le commentaire à chaud. Tant qu'on n'a pas justement les résultats sur le terrain, on ne pourra pas totalement faire le débat. Mais il y a une chose qui est claire. Oui. Les femmes ont été engagées plus nombreuses pour ces élections et nous observons, on attend ce qu'elles vont pouvoir changer dans la donne. Madame Maman n'est pas d'accord. Moi, sans retenue, elle n'est pas d'accord. En tout cas, pour le compendium de compétences féminines de Côte d'Ivoire, sans retenue, je dirais que ces femmes vont impacter positivement. Déjà, avec les quelques résultats que nous avons, avec les quelques retours que nous avons, les témoignages que nous avons, je suis plus que sûre que ces femmes-là vont exploser. Elles vont exploser. Madame Yolibi, Koni. Moi, je ne peux que saluer la présence accrue des femmes. Oui. Parce que cette violence qui est autour des élections, les jours des élections, je pense qu'avec plus de femmes, les élections seront plus apaisées. Parce que la femme, elle est gestionnaire des conflits naturellement dans sa famille, etc. Et je pense que
plus il y aura de femmes, plus les processus seront transparents, plus les processus seront apaisés. Vous allez voir la valeur ajoutée. D'accord. Alors, docteur Lille, votre sentiment, l'impact, parce que tout à l'heure, Davis Soyo, dans le commentaire, il disait, on l'attend en réalité après le soir du 2 septembre. Est-ce que justement, il y a un impact de la présence de ces femmes, et surtout les 30% sur ces listes, et en termes de résultats? Oui, comme il l'a dit, c'est une nouveauté. Et comme toute nouveauté, tant que l'expérience n'est pas terminée, scientifiquement et objectivement, on ne peut rien dire. Voyez-vous, puisqu'on dit que c'est la première fois que la règle est là et que, du coup, on va à l'expérimentation. C'est vrai que c'est une réalité qui est là. Mais c'est sûr que les gens tireront les leçons apprises. On ne peut pas dire par avance, ce serait préjugé, alors qu'il faut juger a posteriori. Voyez-vous? Alors, ce n'est pas un jugement. Nous disons je que, vous pose une question. Puisqu'il y a 30% de femmes... Est-ce que ça va changer quelque chose? Et surtout, les résultats... Et surtout, s'il vous plaît, et surtout si les femmes jouent gros, parce que les femmes se sont battues pour arriver à ce niveau. Sur cette partie-là, on ne s'est pas compris. Sur cette partie-là, moi, je ne dirais pas que les femmes jouent gros. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas avoir laissé tout ce temps aux hommes pour échouer et réussir. Et dès qu'on met les femmes en situation, vouloir qu'elles réussissent. Vous connaissez les mentalités Non, moi je ne suis pas d'accord. Moi je dis qu'en tant que sociologue, il faut toujours laisser le temps au temps pour changer les mentalités et les pratiques sociales. C'est déjà bien d'avoir pris la décision par une règle. Mais derrière la règle, il faut que les réalités suivent. Donc pour moi, les femmes ne sont pas sous pression. Parce qu'on leur donne l'occasion, mais donnons-leur l'occasion jusqu'au bout. Le temps qu'on a laissé aux hommes, moi je pense que c'est après ce temps qu'on pourra véritablement tout jouer. Oui, je voulais dire que le premier résultat, c'est que toutes les listes qui seront élues, il y aura suffisamment de femmes dessus. Ça, c'est un premier résultat. Ce sera une première en Côte d'Ivoire. Donc ça, là, il n'y a même pas de doute dessus. On n'a pas besoin d'attendre le 2 septembre pour savoir que, puisqu'on a respecté l'alternance des sexes. Donc la liste qui gagne, elle a la moitié des candidats qui est sur la liste. L'autre moitié est distribuée avec toutes les listes, y compris celle qui a gagné à la proportionnelle. Donc, forcément, il y aura plus de femmes. Et donc, le premier résultat positif, c'est qu'il y aura beaucoup de femmes conseillères qui seraient élues au soir du 2 septembre. Pour ça, vraiment, nous, en tant que ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, nous sommes satisfaits déjà de ce résultat. Pour le reste, on verra. On verra. Alors, vous vouliez ajouter quelque chose là-dessus? Non, je vais dans le même sens que Mme. Mais nous sommes satisfaites déjà, même si ce n'est pas sur le plan électoral, avec le travail que l'ancien président de groupe, je ne sais pas si je peux le dire, groupe CEDESIS, a réalisé en mettant les femmes à des postes de responsabilité. On a vu ce que ça a rapporté à ce groupe-là. Donc, en me basant... Un groupe connu. Un groupe connu. En me basant sur les résultats de ces groupes, en me basant sur le témoignage de ce directeur général qui a bien voulu partager son expérience avec Madame la ministre, en me basant sur le témoignage des auditeurs en ingénierie de gens, je me dis, moi, je suis convaincue, je suis confiante que les femmes, là, les 30%, on ira même au-delà. On ira peut-être à 64% comme au Rwanda. Je pense qu'il est important d'être optimiste. Alors, mais pourtant, pourquoi on débat encore? C'est-à-dire qu'il y a un an, on était ici, là, on s'est retrouvés aujourd'hui au mois d'août. Nous sommes le 8 août. Et pourtant, la Constitution, elle est claire. De 2016, elle garantit l'égalité des sexes et des chances. Et la loi de 2019 établit un quota de 30%. Alors, pourquoi on se retrouve encore en train de discuter, docteur? Oui, je voudrais qu'on ne puisse pas faire de confusion. C'est-à-dire, sur quoi? Sur le champ, sur les domaines. Donc, expliquez-nous. Par exemple, Madame parle d'organisation en termes d'entreprise. Oui. Ici, nous, on est dans le champ politique. Voilà. Le champ politique est différent d'une organisation telle qu'une entreprise. Et la politique a ses codes, la politique a ses contraintes. Et donc, les succès qu'on peut avoir dans une entreprise, qu'une femme peut avoir dans une entreprise, il n'est pas démontré qu'elle puisse avoir le même succès en politique. Et les femmes. La politique, c'est un métier qui exige un profil.
Par exemple, le processus décisionnel en politique n'est pas le même que le processus décisionnel dans une entreprise. Mais docteur, je pose une question. Oui. Quand on est manager dans une entreprise, Oui. On passe des entretiens. Il y a aussi un profil qu'on demande. Tout à fait. Et donc, il y a des critères qu'il faut pouvoir satisfaire. Tout à donc, fait. il faut avoir les compétences. Oui. Donc, même si c'est vrai qu'il y a d'autres candidats, ça peut être aussi, entre guillemets, une compétition. Ce n'est pas une compétition. Non, je veux dire, il n'y a pas totalement des similitudes. C'est pour ça que je dis qu'une femme peut avoir le profil pour être manager d'une grosse entreprise, mais elle peut ne pas avoir le profil pour être, par exemple, un candidat pour une élection politique. Comme elle peut l'être également. Oui, comme elle peut l'être. Donc, c'est pour cela que j'ai dit, on ne va pas s'appuyer, par exemple, sur des exemples qui ont réussi en entreprise, voilà, pour pouvoir les transposer en politique. En politique, il y a des profils. Aujourd'hui, il y a des femmes qui excellent en politique. Parce que justement, elles ont le profil. Et ça, c'est indiscutable. Ces femmes, on les met devant des hommes, elles vont les battre. Maintenant, est-ce que toutes les femmes qui réussissent ailleurs, est-ce qu'elles ont le profil pour réussir en politique? Alors, il faudrait peut-être essayer, moi, je ne sais pas. Je me pose la question de savoir, quand il s'agit des femmes, on demande est-ce qu'elles ont les compétences. Même les hommes, hein. Donc les hommes aussi. Oui, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit le champ politique. Je n'ai pas dit que c'est réservé aux hommes. On va écouter le sociologue, là, c'est une question très sociologique. Je ris parce que dites-nous. Son enthousiasme risque d'être déçu parce que si elle a les statistiques mondiales, moins de 10% de femmes gèrent des grosses entreprises. CAC 40, on a 5% de femmes. Voyez-vous? Donc, je veux dire que quand on va en entreprise, il a raison, c'est encore plus criard. Et quand on dit 5% des femmes gèrent des grosses structures, ce sont des structures, 95% sont dans des structures familiales. Donc, ça veut dire que quand on va en entreprise, le patriarcat est encore plus prononcé. Oui, mais on est d'accord. Ça, c'est peut-être, on est d'accord. Mais ce n'est pas parce que, justement, il y a cette situation qu'il faille qu'on s'arrête en si bon chemin. Non, on n'a jamais dit. Ça dit que moi, en fait, je n'ai pas compris son analyse. Ce que je voudrais que les gens comprennent, allez-y. C'est que je ne veux pas déjà me censurer en disant que les femmes n'ont pas réussi. Quand je me base sur les résultats que ces personnes ces performances que ces personnes ont enregistrées, déjà, c'est une satisfaction pour moi. Et je me projette dessus pour dire qu'elles vont réussir. Pourquoi déjà je vais dire qu'elles ne vont pas réussir? Et puis bon, je ne sais même pas pourquoi on se pose la question. Pourquoi même au niveau quand il s'agit de la femme, on demande si elle a les compétences. Pourquoi non. Allez-y. Vraiment, moi je la question qu'on se pose. Oui, je me dis, souvent on demande, la femme même se pose la question, les hommes aussi se posent la question, mais est-ce qu'elle peut? Est-ce qu'elle pourra? Mais est-ce qu'on demande si l'homme là, il peut? C'est pour ça que je vous ai dit, le taux de réussite des femmes dans les élections là est meilleur que le taux de réussite des hommes. Ça veut dire quoi? Il faut oser, il faut leur laisser la place. Mais c'est vrai que nous sommes dans une société patriarcale. Si vous pensez que, pourquoi on a pris la loi alors? Mais parce que les choses n'avancent pas, parce que ça ne change pas dans notre mentalité, tous de la même manière. La loi vient pour aider à montrer, comme on dit, on enlève dans l'œil pour montrer à l'œil ce qui est. Parce que la femme, elle gère des familles, elle gère des contradictions. Lorsque la femme va être dans les assemblées élues, vous allez voir que les lois qu'on va prendre, ce sont des lois qui vont mieux impacter la société parce qu'on va prendre en compte tout le monde. Ça va apaiser la société, ça va amener le développement. Et c'est pour cela que le gouvernement a bien compris qu'il faut aider à prendre la décision. Pourquoi on a fait la loi en 2015 pour la scolarisation de la fille et de petits garçons? Depuis longtemps, on faisait cette campagne-là. C'est la loi qui a boosté cela. Et donc, quelquefois, la loi vient aider. Et cette loi vient aider et les hommes et les femmes. Les femmes pour leur dire, vous pouvez oser, la loi est là pour vous protéger. Les hommes pour vous dire, vous n'êtes pas seuls, il y a 50% de la population qui est là, qui a des compétences, il faut faire avec. Très bien. Alors, Fréjus Obou nous écrit de Côte d'Ivoire. Alors, bonsoir madame, je suis heureux de participer au débat. Bienvenue Fréjus. Alors, sa question, donner à la femme la possibilité de participer aux élections, n'est-ce pas l'exposer à la violence de personnes de mauvaises intentions? Docteur Lille. C'est vrai. La violence. Est-ce qu'on n'expose pas les femmes à la violence en politique lorsqu'on parle d'élection? Moi, je pense que si la conscience de tout un chacun est suffisamment élevée dans le respect de nos droits et de nos devoirs, je pense qu'une campagne électorale ne rime pas avec violence. On a quand même, je pense, un passé commun. Même si c'est vrai que des choses se sont apaisées, mais la question de la femme, il y a des femmes qui ne veulent pas en politique parce qu'elles disent que
il y a de la violence. Oui. Ça, c'est vrai. Donc, notre enquête encore, je vais dire notre tournée donc, avec ONU Femmes et ce comité de suivi nous a permis d'avoir aussi cette opinion. Elles ont dit les heures indues, mais surtout la violence. La violence, elle n'est pas seulement physique. Il y a la violence psychologique qu'elles subissent. Et verbale? Verbale. Il y a le sexisme. Il y a le harcèlement qu'elles subissent. C'est tout cela qu'on appelle de la violence. Mais nous disons que s'il y a suffisamment de femmes en grand nombre, ça va apaiser ces processus-là. Ça m'étonnerait que, comme elles ne sont pas violentes physiquement de nature, plus elles sont là, moins il y aura de la violence. Et elles vont parler à leurs hommes, à leurs enfants, et ça va apaiser les processus électoraux. Qu'est-ce que vous pensez, docteur? Oui, j'avais certainement voulu succomber à l'argument de la violence, mais je mets ça en griffe parce que, par exemple, on cite l'exemple du Rwanda. Vous savez que le Rwanda est cité parmi les pays qui respectent ce quota, au plan international, au plan africain et tout ça. Le Rwanda a plus de 60% de représentativité. Donc, je vais dire, si on parle de violence, le Rwanda est de loin l'un des pays où il y a eu plus de violence. Mais si le Rwanda a pu... Non, ça a été à une période. Ça a été une période. Oui, c'est pas dans les élections. C'était à une période. Mais je vais dire... C'est pas... Ça a été une période, docteur. La violence, je suis d'accord. On parle des violences électorales. Électorales. Et non la violence dans la vie. Concernant le Rwanda, enfin le pays lui-même. Non, il n'y a pas de violence électorale. Si. Non, je sais, la violence électorale, elle est qualifiée d'électorale parce qu'elle survient lors des élections. Oui. Mais c'est une violence quand même. Oui, donc, mais lors des élections et dans les partis politiques. C'est la conséquence de la violence, c'est le traumatisme qui fait que on peut dire que les femmes ont peur de s'engager dans la politique à cause du traumatisme subi à l'occasion de ces violences. Donc, ce n'est pas que ces violences sont permanentes. Elles interviennent lors des élections. Monsieur le politiste, il y a eu une étude du NDI qui a interrogé des femmes dans ce pays qui sont dans les partis politiques spécifiquement, qui ont donné les violences qu'elles subissent, les violences physiques. Quelquefois, ce sont les moindres, mais les violences psychologiques, c'est permanent dans les partis politiques. C'est une étude. Non, ça c'est scientifique. Vous parlez de violences électorales. Oui. Maintenant, les VBG, ça existe tous les jours. Docteur, excusez-moi, je vais... Je n'ai pas parlé de VBG. Dans les partis politiques, donc c'est des violences politiques alors. Oui, c'est en politique. Les violences en politique. Docteur, s'il vous plaît, docteur, ma question, elle était très... C'est la question de Fréjus, je vais la reprendre. Fréjus demandait, donner à la femme la possibilité de participer aux élections. N'est-ce pas l'exposer à la violence de personnes de mauvaises intentions? On parle bien d'élections, pendant les processus électoraux. Avant, sans doute, meeting, pendant et après quand il y a les résultats, parce que c'est parfois, malheureusement, à ce moment-là qu'il peut y avoir des dérapages. Mais je pense que le gouvernement, je voudrais intervenir sur cette question, je pense que le gouvernement prend les dispositions avec la commission électorale pour sécuriser. Donc, ce n'est pas forcément l'exposer. Donc, je pense que les conditions sécuritaires sont prises par le gouvernement en accord avec la commission électorale, sincèrement. Et les forces de défense et de sécurité. Voilà. Ce que je voudrais ajouter aussi sur la question de la violence également, c'est pourquoi nous, dans les formations que nous faisons, nous travaillons sur les parties prenantes, qui sont aussi notre guide religieux, pour que ceux-là aussi interviennent pour faire la sensibilisation en amont, pour qu'on puisse accepter la candidature et des hommes et des femmes, pour éviter aussi de tomber dans ces violences physiques-là qui entachent véritablement les élections. Donc la contribution des guides religieux, des jeunes eux-mêmes, des femmes, de tous les candidats, toutes ces parties prenantes-là, nous les formons à ce qu'il y ait un climat apaisé en période électorale. Absolument. Alors, Zana Koulibaly pose une question. Quels sont les avantages de la femme dans la politique ? S'il vous plaît, merci. Merci de nous suivre, Zana Koulibaly de Côte d'Ivoire. Alors, docteur, est-ce que vous pensez qu'il y a un avantage à ce qu'il y ait des femmes, vous le sociologue, il y ait des femmes en politique, ou davantage de femmes en politique? Quel est l'impact réel? Avantage pour les femmes. Est-ce que c'est des femmes pour être des femmes? Bon, tout à l'heure déjà, je vais revenir, puisque vous m'avez demandé, la question basiquement de l'autre était, est-ce que ce n'est pas les exposer à la violence? Il a dit aux gens mal intentionnés. Voilà. Donc moi je pense qu'il faut qu'on aille là. Si on va là, quelqu'un qui est mal intentionné, homme ou femme, il sera toujours violent. Absolument. Voilà. C'est pour ça que quand moi j'ai répondu, j'ai dit que ce n'est pas parce qu'elles sont femmes, mais c'est peut-être parce que les gens n'ont pas encore compris en quoi consiste la politique.
Absolument. Quand ils comprendront, je pense que homme ou femme, on ira sans violence. Et je pense que c'est ce que nous tous, on doit recommander et sensibiliser tout le monde dans ce sens. Maintenant, quand il parle d'avantages, mais moi je pense que les avantages sont légion. Parce que déjà dans la vie de tous les jours, la domesticité déjà, on ne peut pas se passer de l'apport, du conseil, de l'expertise des femmes dans la vie de tous les jours. Et je pense que ce qui se passe dans la vie de tous les jours, il n'y a que la partie gouvernance qui s'appelle politique. Donc on ne voit pas pourquoi à ce niveau-là, elles seraient exclues. Je veux dire, leurs capacités ne souffrent pas de contestation. Et quand quelqu'un n'a pas de... Et puis, ça serait même... C'est un non-sens que de limiter les capacités de quelqu'un à une nature différente. Voyez-vous? Ce serait ce qu'on appelle de la discrimination. Gratuite d'ailleurs. Oui, voilà. Donc, bon, pour moi, je ne sais pas ce que veut dire la question, mais moi, dans le fond, je pense que telles qu'elles sont associées à tout ce qui se passe dans la vie ordinaire, elles devraient être associées en politique sans hésitation. Voilà. Maintenant, moi, je plaide pour qu'on leur laisse le temps sans vouloir les juger tout de suite parce qu'on leur a ouvert la porte. Très bien. Alors, est-ce que vous pensez, certaines personnes pensent qu'effectivement, on est arrivé à 34% ou 31% parce qu'il y a eu cette fermeté de la CEI et évidemment l'État de Côte d'Ivoire a décidé d'appliquer les 30% et que certaines femmes sont juste là pour faire du remplissage ou être des faire-valoir. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne pense pas qu'elles soient là pour du remplissage. Parce que pendant longtemps, elles ont milité. Et pendant longtemps, elles ont voulu faire de la politique. Pendant longtemps, elles ont toujours voulu, changer la manière de faire. Elles ont voulu changer la manière de faire. Elles ont toujours voulu apporter leur plus aussi, leur valeur ajoutée. Donc, dire que c'est du remplissage qu'on est en train de faire avec ces femmes-là. Moi, je dis non. Les compétences féminines existent en Côte d'Ivoire. Les compétences féminines existent en Côte d'Ivoire, ce n'est donc pas du saupoudrage. Alors, nous allons entendre dans quelques instants ce que pensent les Ivoiriens concernant les élections à venir le 2 septembre prochain. Quel rôle peuvent jouer les femmes pour des élections apaisées? On écoute Davis Oyo, Ibrahim Touré et Guedro. Pour les 30% des femmes sur la liste électorale, elles doivent sensibiliser la population pour ne pas qu'il y ait des troubles dans le pays, pour des élections apaisées. Avant les élections, ces femmes doivent vraiment être des conseillères avant les élections, des femmes exemplaires. Elles doivent être promptes à pouvoir donner un signal fort aux autres femmes, la paix. Beaucoup conseiller les hommes. Parce que lorsque la femme est devant quelque chose, ça permet aux autres femmes de pouvoir adhérer. Les femmes, dans cette élection-là, elles doivent véritablement véhiculer le message de paix par le canal de l'Internet. Je pense bien que, puisqu'elles sont les mères, elles seront plus écoutées. Qui parle des femmes parle de douceur. Pour apaiser les élections, je pense qu'il va falloir leur donner assez de place dans le milieu politique. Les femmes ont un grand rôle puisque nous sommes des mères qui mettent au monde, qui connaissent la douleur. Je pense qu'on doit sensibiliser pour que les gens aient le cœur abaissé, quoi. Dans nos familles, c'est la femme qui fait la paix. Donc il faut que les mamans parlent. Quand la maman parle, on l'écoute mieux. Donc c'est important. Dans les marchés, même à l'église, dans les lieux publics, les mamans parlent, ça peut porter. Les hommes vraiment font peur. Mais quand la mère parle, on l'écoute mieux. Merci Davis Oyo, Ibrahim Touré et Guedro. Les hommes font peur. Docteur Lille, c'est vrai. Commentaire sur cet élément. Non, c'est ce que je dis sur les rôles sociaux toujours, parce que dans la tradition, pour l'éducation des enfants, les hommes ont déjà la voix qui porte, les hommes incarnent l'autorité. Et donc souvent aussi, c'est eux qui sont enclins à être violents. C'est normal, puisqu'on dit à quelqu'un, comporte-toi comme un homme, sois un garçon. Vous voyez, il y a toute cette masculinité qui traduit une certaine virilité et qui traduit aussi une certaine violence. Et à contrario, comme ils le disent traditionnellement, on a toujours pensé que les femmes sont plus calmes. On a toujours pensé ou bien c'est la réalité? Non, ce que je veux dire par là, c'est que parfois aussi, j'avais noté cet élément, femmes et influence des époux en des leaders politiques. Et les gens ont souvent démontré que ce sont les femmes qui poussent les hommes à aller en guerre.
à faire la guerre, à ne jamais faire la paix et à être très intransigeant. Et il y a même des cosmogonies africaines qui disent qu'en sorcellerie, quand un homme t'attrape, il peut toujours te relâcher. Mais quand une femme te prend, on peut faire ton testament. Docteur. Non, je l'ai dit, non. Mais moi, je ne sais pas. Vous écoute, oui. Peut-être que ça vous amuse, non, mais pas je du pense qu'on est au sérieux. Non, on est très sérieux. C'est un débat sérieux. Donc. Voilà. C'est un débat sérieux quand même. Très, très sérieux. Je voudrais vous entendre, avant d'entendre mesdames, alors, justement, par rapport à ce qui a été dit sur le rôle que les femmes peuvent jouer justement pour des élections apaisées. D'accord, pour les élections apaisées, normalement, c'est vrai, on a écouté les commentaires. Forcément, la femme va jouer un rôle très important. Parce que, justement, au niveau des décisions politiques, les femmes sont à l'opposé du radicalisme. Voilà, donc déjà, ça peut contribuer à apaiser les scrutins. Et puis bon, il y a aussi l'émotion des femmes. Effectivement, il y a des situations dans lesquelles nous, les hommes, on est plus prompts à véritablement faire ressortir notre masculinité, mais les femmes pourront certainement agir pour qu'il y ait plus de... On encourage la conciliation, on encourage le débat, et donc forcément, les femmes auront un impact. En tout cas, pour qu'il y ait des élections apaisées. Et ça a été démontré dans plusieurs situations. Et aujourd'hui, l'ONU même encourage. Et ça a été démontré dans plusieurs pays, l'intervention des femmes dans la résolution des conflits. Surtout en situation de conflit. Et donc, il y a les études qui le montrent. Les femmes ont réussi justement à décanter beaucoup de situations. Donc, c'est sûr qu'elles peuvent jouer. Alors, vous êtes experte en, je l'ai dit, en processus électoraux, gestion des conflits. Le rôle vraiment des femmes pour les élections apaisées. Parce que tout le monde souhaite qu'elles soient apaisées. Hein. Oui. Tout le monde. Je retiens dans l'élément qui est passé qu'il a dit nos mamans, quand elles parlent, on écoute. Et c'est pour ça que je disais que plus il y a des femmes, plus le processus sera apaisé. Parce que si elles sont nombreuses à s'intéresser à la chose politique, à sortir ce jour-là, à regarder ce qui se passe et à donner leurs mots pour dire voilà comment ça s'est passé, je pense que ça va apaiser les processus électoraux, les élections à venir. Je voudrais prendre son exemple quand il parlait de la résolution 1325. Vous savez que la crise en Casamance a été résolue lorsque les belligérants ou ceux qui partaient faire la médiation ont pris en compte le rôle des femmes. Parce que c'est les femmes qui préparaient les hommes dans le bois sacré pour aller combattre. Et chaque fois, ils allaient faire leur médiation entre eux. Ils faisaient les réunions de négociation entre eux. Ils oubliaient les femmes. Et finalement, quand ils se sont rendus compte de cela, parce que ça n'aboutissait pas toujours, ils prenaient des accords. Quand ils revenaient, ils reprenaient les armes. Finalement, lorsqu'ils ont associé ces femmes qui préparaient les combattants dans le bois sacré, ça a apaisé la guerre en Casamance. C'est pour vous dire le rôle important de la femme dans la société, surtout dans la société africaine. Et aujourd'hui, quand elles seront là, elles vont participer massivement. Un des avantages, ce serait qu'elles seront même dans les assemblées élues. Elles vont porter la voix de leurs enfants, de leurs maris. Et parce que la femme, elle, comme je l'ai dit, elle est observatrice. Elle a l'intuition. Elle sait, même sans que l'enfant ouvre la bouche, elle sait le besoin de l'enfant. Et donc, dans les élections, dans les processus électoraux, même quand elle va voir son jeune homme qui est en train de se préparer, son fils qui est en train de se préparer pour sortir, elle va deviner si ça va faire de la violence ou pas. Et elle va l'apaiser. Madame Amon, qu'est-ce que vous en pensez? Et qu'est-ce concrètement que peut faire la femme, justement, pour contribuer à ce que ces élections soient apaisées? Moi, je vais aller encore dans le sens de prendre un exemple avec le complément des compétences féminines dans le déploiement de nos stratégies. Nous avons développé des leviers complémentaires avec le programme CREAPAIX, qui veut dire Communauté régionale pour l'autonomisation de la paix. C'est un outil qui veut réinventer la paix en s'appuyant sur le leadership communautaire porté par les femmes et par les hommes. Ça rejoint un peu l'élément que nous venons de voir ici. Parce que ce sont les femmes, de par leur triple rôle, elles sont les premières personnes à être affectées par tout ce qui est violence de vie. Absolument. Et donc, elles ont un grand rôle. C'est pourquoi nous les formons. Nous leur donnons des outils pour qu'elles, étant conscientes, elles puissent dire à leurs enfants, à leurs époux, attention,
si vous battez sur tel ou tel chemin, vous risquez d'enflammer la société. Et donc, avec le regard, avec le caractère maternel de la mère, de la femme, elle va arriver comment je vais dire, à éviter qu'on tombe dans les travers que nous avons connus. Et avec le compendium, nous avons une expérience que j'aime bien partager. C'est qu'en 2020, on avait, tout le monde sait ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire ici, et le compendium a réussi à faire la médiation avec ces grandes dames leaders des partis politiques pour leur dire, mais attention, nous voulons un idéal, vous voulez la paix. Les dames du parti politique veulent la paix. Et si nous ne nous mettons pas, avec tout ce que nous constatons, avec ces dérives langagières que nous constatons, si nous ne nous mettons pas ensemble pour pouvoir dire stop, nous allons en partie, toute la société va en partie. Et ces dames-là ont accepté d'écouter le message que le compendium avec ONUFAP apportait pour dire ok, nous sommes d'accord pour faire stop. Alors, nous avons une question de Colette K de Côte d'Ivoire. Elle dit attention aux stéréotypes. Je lis, il ne faut pas idéaliser les femmes. Parfois, au fond de leur case, elles sont à la base de violences sur la scène politique. La formation est capitale pour qu'elles jouent vraiment le rôle attendu. Tout à fait. Voilà ce que dit Colette K. Je pense que vous avez quelque part répondu à cela. Et Colette K dit également, il y a un additif, elle parle justement des hommes et des femmes donc, qui sont les membres de la société et ils doivent ensemble prendre part au développement de tous les aspects de la cité. Est-ce que vous pensez sincèrement, vraiment tous les quatre, et 30%, nous sommes heureux que la Côte d'Ivoire ait avancé dans ce sens, c'est une volonté politique affichée. Alors, est-ce qu'on va réellement laisser les femmes jouer leur rôle dans les partis politiques? Les 30% sont là, elles sont présentes. Est-ce qu'au quotidien, on va les laisser jouer leur rôle? Docteur, vous êtes dubitatif? Non, ce n'est pas que je sois dubitatif, parce que, comme je vous l'ai dit dès le début, la société ne change pas par décret. Nous tous, on est d'accord que ça, c'est un décret. Que faut-il faire? Mais comme on dit, l'habitude est une seconde nature. Oui. Et malheureusement, les habitudes ont la dent dure. Donc, c'est vrai que c'est un pas. C'est un pas de géant, c'est un pas important. Maintenant, est-ce que immédiatement cela va créer le comportement, puisque c'est du comportement humain. Et le comportement humain met toujours du temps par rapport à la règle. Ça, soyons quand même lucides par rapport à cela. Voilà. Sinon, moi, je pense que c'est une très bonne chose. Mais pour dire qu'immédiatement, ici et maintenant, du jour au lendemain, tout le monde va dire, bon, OK, vous venez d'arriver, prenez toute votre place. Je pense que ça sera peut-être au cas par cas qu'on pourra le constater. Qu'est-ce que vous pensez? Moi, je pense qu'il faut effectivement attendre parce que il y a forcément des résistances au changement. Tout changement, il y a des résistances. Et puis bon, comme tout à l'heure, nous, on le disait avec Dr Hill, nous, dans notre démarche, il y a toujours on prévoit des risques. C'est-à-dire, il faut faire une analyse. Pour qu'il y ait une performance, il faut prévoir qu'il y ait des risques. Donc, c'est pour ça qu'on est toujours... on relativise. Donc, effectivement, le changement est arrivé. Maintenant, la question, c'est, il vient d'où? Parce que pour qu'on puisse atteindre les objectifs, c'est une analyse globale. Et on part des objectifs de l'ODD, conditionnalité pour financer ou bien pour aider les pays. On nous impose ça pour qu'effectivement, on puisse véritablement nous aider. Donc, mais on a signé, il y a les conventions qui ont été signées. Non, je veux dire, si on a mis du temps, c'est parce que c'est devenu une condition, c'est clair. On dit que c'est une condition pour atteindre les objectifs de l'ODD. Tant qu'on ne met pas les 30%, là, c'est une condition. La participation des femmes, c'est une condition. Donc ça veut dire que c'est une contrainte, en fait. C'est une contrainte. Maintenant, aujourd'hui, on a décidé de mettre ça en application. Je le dis. On a décidé parce que c'est une volonté politique. Non, forcément, c'est une volonté politique. Comme je l'ai dit, il y a une volonté politique affichée. Et on a mis du temps pour pouvoir mettre ça en œuvre. Oui, donc, ce que je dis, c'est qu'il faut maintenant combattre les résistances au changement. Et qu'on espère qu'il y aura une campagne qui va accompagner cette décision pour qu'on puisse véritablement briser le plafond de verre pour que, effectivement, de façon matérielle, les femmes puissent occuper leur place en politique. Voilà. Alors, à ce niveau, justement, qu'est-ce que le ministère de la Femme et le compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire comptent faire pour la vulgarisation de cette loi, ces acquis, et peut-être aller au-delà?
Je veux dire que le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a déjà commencé à faire des formations à former ces femmes qui ont voulu être candidates, qui sont candidates, qui participent à la vie politique, pour que lorsqu'elles seront dans ces assemblées, qu'elles puissent impacter positivement ces assemblées-là. Et les études l'ont montré aussi, comme pour accompagner ce que le docteur dit. Réunion. Je vais dire, quand il parle d'imposition, je ne crois pas. Il est scientifique. Il y a eu des études. Vous vous souvenez l'étude de la Banque mondiale en 2017 qui était titrée « Et si l'émergence était une femme ?» Oui. L'étude a montré que si la Côte d'Ivoire améliore la participation des femmes, elle gagne près de, 18 milliards, etc. Cette étude existe. Donc, ce n'est pas imposé, c'est des choses réelles. On a vu ici, on a eu la crise. Si les femmes n'étaient pas là en Côte d'Ivoire, on nous aurait parachuté de la nourriture. Mais les femmes ivoiriennes ont démontré qu'elles ont les capacités. Maintenant, elles ont les capacités. Elles travaillent de manière peut-être artisanale. Être dans ces assemblées élues-là, on permet d'améliorer leurs conditions de travail et d'améliorer donc les conditions de travail de la société, d'améliorer le développement de la société. Donc, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant en est conscient. Elles savent que, le ministère sait que elles arrivent dans un milieu qui n'est pas favorable. Et c'est pour cela qu'avec d'autres structures, accompagnées par ONU Femmes, le Compédium, le CNDH, il y a des formations. On forme ces femmes-là pour qu'elles impactent véritablement lorsqu'elles seront dans un assemblées. Alors justement, je voudrais vous entendre, mais juste aussi quand même rappeler que je parlais de volonté politique, mais il y a quand même le programme Côte d'Ivoire solidaire. La femme occupe une place importante dans ce programme. Je voudrais je vous écoute, Madame Mamon. Oui, la femme occupe une place importante dans la Côte d'Ivoire solidaire. Je voudrais rappeler peut-être, ou bien dire le slogan que nous avons ici, amour, solidarité, audace. Si vous n'aimez pas l'autre, vous ne pouvez pas travailler pour la personne. Absolument. Mais aussi la solidarité entre elles. Nous, nous prenons la solidarité féminine. Si, par exemple, j'ai une offre d'emploi qui me parvient et que je n'ai pas les compétences, il faut que j'ai l'honnêteté de dire à Mme Yolibi, attention, il y a eu une offre d'emploi sur la question électorale. Est-ce que tu peux postuler? Donc, la question de la solidarité est au cœur des actions du Compédium. Et Mme Yolibi a si bien dit en parlant de la formation. C'est vrai, il y a le quota qui autorise les au moins femmes, 30%. Au moins 30%. Mais il faut arriver à se maintenir pour qu'on puisse aller de l'avant. Donc, ça passe nécessairement par la formation. Parce qu'il y aura aussi l'émergence de nouveaux besoins, de nouveaux challenges. Il faut que cette femme-là soit prête pour pouvoir affronter ces nouveaux challenges. Donc, la question de la formation est au cœur de nos actions. La formation au cœur de vos actions. Il y a une question de Dieudonné Balthazar Anato de Côte d'Ivoire. Il dit ceci. Pensez-vous que les femmes elles-mêmes se font confiance au sein des partis politiques pour supporter les candidatures d'autres femmes? Je vous regarde le docteur. Faut-il forcément chercher à positionner les femmes, même si la compétence n'y est pas? Puisqu'on parle d'une obligation. Non. Oui, donc il y a deux questions. On parle de la confiance des femmes au sein des partis politiques pour supporter une autre femme. Et le deuxième élément, est-ce qu'il faut forcément chercher à positionner les femmes, puisqu'on parle de compétences? Docteur Lille. Bien, je pense que si on regarde le premier volet de la question, je pense qu'on ne peut pas répondre de manière univoque. Ouais. Ça dépendra certainement des partis. Ça dépendra de tout ce que les femmes ont fait dans les partis en question, parce que la confiance ne vient pas de rien. C'est quand elles ont eu des succès, des victoires, elles ont été associées. Certainement, dans certains partis politiques, elles n'ont aucun problème de confiance, puisque leur parcours parle pour elles. Oui. C'est sûr que peut-être que dans d'autres partis, ça sera plus difficile. Donc, je pense, pour ma part, qu'on ne peut pas répondre de manière univoque. Ça dépend quelle femme, ça dépend quel parti, ça dépend de quel parcours. Bien sûr. Maintenant, la deuxième question. Est-ce qu'il faut avoir une femme alors qu'on parle de compétences? Bon, je pense, moi, je vais vous dire une chose simple. Quand on me parle de compétences en politique, je suis un peu surpris parce que tout le monde y va un jour sans compétences de toute façon. Donc, pourquoi on demanderait que telle soit compétente avant même d'avoir commencé? Et puis, quelles compétences spécifiques on veut là où il y a élection, là où il y a programme, là où il y a... Bon, donc, je suis un peu... Peut-être que je ne maîtrise pas bien cette question-là. Non, mais la question, elle est claire. Elle est ouverte.
On demande... Oui, bon, moi je ne sais pas parce que chaque fois, le mot compétence revient. Oui. Mais moi je pense que ça me désole un peu parce que moi quand j'allais en politique, personne ne m'a posé la question de la compétence. Je suis parti naturellement comme ça. Parce que les gens ont eu confiance en moi, mon parcours parlait, voilà, on m'a encouragé, mon parcours parlait pour moi. Et donc, c'est tout. Donc, je pense que c'est la même chose si elles veulent, comme madame l'a dit, l'audace, elles se mettent, elles apprennent, c'est de l'apprentissage, c'est beaucoup de choses. Alors, je voudrais savoir, vous tous les quatre, ce soir, vous avez un message pour les femmes candidates. Et il faut quand même dire ceci. Nous aurons les sénatoriales très bientôt. C'est le 16 septembre prochain. Le président de la République l'a annoncé dans son adresse à la nation. Alors, un message pour les femmes candidates. Docteur. Bon, qu'est-ce qu'il faut dire aux femmes candidates? C'est déjà les encourager, les féliciter. Oui. Les féliciter pour cette décision. Et puis, les encourager à avoir des victoires. Oui. Avoir des victoires parce que aujourd'hui, on a besoin justement de genrer le personnel politique en Côte d'Ivoire. Donc, on veut effectivement expérimenter l'entrée des femmes en politique. Bon, c'est vrai que les femmes sont déjà expérimentées plutôt cette entrée massive, si vous voulez, parce que les femmes sont déjà en politique. Ça ne plaît pas, Madame Olivier. Elles sont déjà en politique maintenant. Non, ce que j'ai dit, il ne faut pas forcément voir l'aspect négatif. C'est-à-dire, ce que nous on dit, c'est parce que quand quelque chose arrive, nous on encourage. On dit, on veut qu'il y ait cette entrée massive. Ça ne veut pas dire que les femmes ne sont pas en politique. Aujourd'hui, elles sont déjà en politique avec cette loi. On souhaiterait qu'elles soient plus nombreuses. Maintenant, elles sont candidates aujourd'hui. On souhaiterait aussi que le score soit plus important qu'avant. Donc, en fait, on veut découvrir de nouvelles choses. On veut découvrir le changement. Le changement. Madame Amon, qu'est-ce que vous diriez ce soir aux candidates? Je dirais qu'on a confiance en elles. Oui. Et qu'il faut qu'elles travaillent à amener d'autres femmes à venir dans la politique. C'est ce que je pourrais dire. À être des modèles qui vont permettre, puisque depuis que nous sommes en train de faire ce débat, on entend elles n'osent pas, elles ne veulent pas y aller, les femmes ne veulent pas y aller. Et donc, avec l'expérience qu'elles vont faire, avec l'impact qu'elles vont imposer, ça va amener d'autres personnes, d'autres femmes à venir à la politique. Donc, nous leur disons que nous avons confiance en elles et il faut qu'elles impactent positivement. Impact positif, Docteur Lille, message pour les femmes candidates qui vous regardent. Mais moi, je leur dirais bravo, félicitations. Et je leur dirais que je souhaite qu'elles aient écouté leur cœur, qu'elles aiment ça. Parce que c'est un domaine où il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Oui. Mais l'élément fondamental, je leur dirais déjà bravo et never give up, qu'elles n'abandonnent jamais, jusqu'à ce que la victoire soit au bout. Madame Yulibi connaît message aux candidates. Aux candidates, oui. Je leur dirais de continuer, d'oser, de se former. Oui. Parce que là où on va rien demander à l'homme, à elle, on va demander une certaine expertise. Donc, de se former. Oui. Parce qu'elles arrivent sur un terrain peut-être nu, qu'elles ne connaissent pas. Il n'y a pas suffisamment de femmes. Et de tendre la main aux autres. Et d'oser. Et c'est ce message-là que nous portons tout le temps. Il faut oser. Et aux femmes candidates qui ont déjà osé à être candidates pour les locales, qu'elles soient candidates également pour les élections sénatoriales. Très bien. C'est ça. Il faut qu'elles soient également candidates. Mais au-delà de cela, oui, comme je le dis, qu'elles soient solidaires aussi. Qu'elle soit solidaire aussi. Alors moi, je voudrais donc vous entendre rapidement sur la femme rurale. On est regardé à travers la Côte d'Ivoire et à travers le monde, la femme rurale, parce qu'on pense que tout se passe à Abidjan, alors qu'à l'intérieur du pays, les femmes, elles se battent, la femme rurale se bat. Alors, que doit-elle faire, la femme rurale, justement, pour arriver à ce niveau, pour se faire entendre et se faire reconnaître? Oui, je pense que tout à l'heure, on parlait de compétences en politique. Docteur, il a dit qu'on n'avait pas forcément besoin de compétences spécifiques. Bon, c'est un choix, c'est une position. Mais moi, en tant que spécialiste en sciences politiques, ce que je sais, c'est que la politique s'apprend. La politique s'apprend et dans tous les pays, les gens sont allés à l'école de la politique. Donc les femmes rurales doivent aller à l'école de la politique. Pour dire que la culture politique, elles ont besoin qu'on puisse les former en culture politique. Alors, ma question, est-ce qu'une femme rurale, elle ne peut pas se lancer en politique et le rôle des partis politiques, ce n'est pas de la formation? Mais justement, c'est ce que j'ai dit. On dit la même chose.
je rebondis pour dire que, juste pour dire que les femmes rurales, elles ont besoin d'être prises en charge pour qu'on puisse les former pour qu'elles aient une culture politique. La culture politique, justement, on la confond souvent, mais c'est la culture citoyenne, républicaine. C'est-à-dire que connaître le sens du vote, savoir ce qu'on appelle, en tout cas, un vote et tout ça, c'est ce qu'on appelle la culture politique. Ce n'est pas forcément le fait de faire un meeting, hein, non. Mais dans un parti politique, excusez-moi, dans un parti politique, docteur, excusez-moi, moi je voudrais juste comprendre, dans un parti politique, c'est pas aussi la responsabilité des responsables de former leurs militants et les militantes, évidemment. Bien sûr, vous avez raison, justement. C'est une question que je pose. Oui, vous avez posé la question des femmes rurales, je dis, elles ont besoin de formation. Et les partis politiques peuvent jouer ce rôle. Doivent jouer. Oui, doivent jouer. Madame Maman. Oui, tout à fait. La femme rurale même constitue la 3e cible du compendium des compétences féminines. Nous avons les femmes cadres de haut niveau, nous avons les jeunes filles diplômées, nous avons les femmes de tout niveau qui ne sont pas forcément allées à l'école, mais qui excellent dans leur domaine d'activité. Et nous avons des programmes spécifiques, de façon différenciée pour adresser leurs questions. Donc, vous dites que la femme rurale, et je veux prendre même l'exemple de celle-là même qui avait le niveau CP2, qui a été élue députée, qui a accepté de se faire former. Et elle s'est fait former, elle a été élue députée. Bel exemple et félicitations à elle. Docteur. Oui, moi ce que je voulais dire par là, c'est que les femmes rurales ne sont pas moins que quelqu'un, puisque quand nous allons sur le terrain, elles sont déjà leaders dans tout ce qui est l'organisation de la cité. Le village repose sur ces femmes-là. Donc je veux dire qu'après, c'est tout simplement de dire qu'elles ont envie de faire de la représentation, c'est tout. Et quand je parlais de compétences, il ne faut pas confondre aussi politique et culture. Quand on dit droit de l'homme, droit de ceci, citoyen, ça c'est la politique qui nous a été amenée. C'est la politique versus occidentale. Si on nous dit qu'il faut aller à l'école pour l'apprendre, on peut être d'accord. Mais si on dit qu'on veut être géré ici entre nous, on est obligé de partir de ceux qui connaissent la vie de notre village pour gérer. On a des sachants. Voilà. C'est ça. Et on a des femmes compétentes, qu'elles soient lettrées ou non. Et nous, en tant que ministère, nous disons aux femmes que l'analphabétisme n'est pas un handicap. Être au village, ce n'est pas un handicap parce qu'elles sont leaders. Et aujourd'hui, la démocratie représentative que nous avons adoptée en Côte d'Ivoire repose sur le nombre. Et si vous regardez massivement qui va voter, il faut, quand on les forme, quand on fait les sensibilisations, c'est de voir les programmes. Demander aux candidats, qu'est-ce que vous prévoyez pour nous ? Mais dire que les femmes rurales ne sont pas, elles sont moindres que les femmes urbaines. Non, la convention, la CEDEF d'ailleurs fait la promotion des femmes rurales pour dire que quand dans leur milieu, elles sont capables, qu'elles soient en ville ou au village, elles sont capables. Et nous savons bien comment les femmes rurales tiennent nos sociétés. Et donc, on ne fait pas de la promotion des personnes, de femmes, parce qu'elles sont femmes, et pour faire du remplissage, non. C'est des femmes qui sont capables et elles l'ont démontré. Et c'est ça que nous encourageons en tant que ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Merci. Je vais faire un dernier tour de table. Juste, on est en 2023 quand même, c'est l'année de la jeunesse. On n'a pas vu énormément dans les candidats des jeunes. Alors, quel est le quota? Puisque vous avez aussi cette expertise. Je me dis, en regardant, j'ai regardé un peu, il y a moins de 30% de jeunes, alors que la population ivoirienne est peut-être à 70% de jeunes. Ils ont le pouvoir. Et donc, ayant ce pouvoir-là, ils ignorent qu'ils ont ce pouvoir. Il faut l'appliquer. Alors, je vais justement faire un dernier tour de table parce qu'on va bientôt terminer ce débat. Un message, justement, il y a eu un message pour la femme rurale, un message aussi pour ces jeunes par rapport à, justement, à ces élections. Au-delà d'être électeurs, il faut aussi qu'ils puissent être des élus. Docteur, et ce sera votre mot de fin également. D'accord. Je pense que les jeunes ont un rôle important à jouer. Parce qu'on l'a déjà montré, un plan quantitatif, ils sont les plus nombreux. Et aujourd'hui, le gouvernement a fait un effort pour les sensibiliser à s'inscrire sur les listes électorales. Et donc, il faut qu'ils aillent voter. Il faut que les jeunes votent parce que c'est leur année. Et le gouvernement a décidé de mettre en place un dispositif pour les prendre en charge. Mais pour les prendre en charge, cela passe par le développement local. Et donc, s'ils ne participent pas à l'élection des élus locaux, comment peut-il bénéficier des politiques locales du gouvernement? Donc c'est important. Cette désaffection vis-à-vis de la politique des jeunes est un problème.
certains problèmes. Et aujourd'hui, c'est l'appel qu'on leur lance, c'est de prendre leurs responsabilités, d'aller voter dans le calme, d'aller voter de façon civilisée et de choisir ceux qui vont décider pour eux, parce que le gouvernement, le budget qu'il va donner aux collectivités territoriales, cet argent sera géré par les élus. Et donc, il faut bien qu'ils participent à l'élection de ces élus-là. Voilà. Merci, docteur. Madame Maman. D'accord. Je dirais que les jeunes constituent vraiment une force vive qui mérite une attention particulière. Et peut-être, pourquoi pas, peut-être à la longue, on va parvenir à un quota aussi pour les jeunes. Un quota peut-être de 30% pour les jeunes, et je le souhaite vivement, puisqu'ils participent réellement à la vie de la cité, à la vie des partis politiques aussi. Il faut que véritablement des décisions aussi soient prises pour que leur intégration dans le processus électoral soit vraiment effective. Merci Madame Maman. Docteur Lille, message. Aux jeunes, je dirais que ce sont des opportunités pour côtoyer la politique, apprendre avec les aînés, s'aguerrir, puis voir qu'en toutes circonstances, il faut privilégier la paix et la vie, parce que la vie est sacrée. La vie est sacrée. Madame Yolibi, je voudrais terminer pour dire que les partis politiques doivent recruter au niveau des jeunes, parce que c'est l'avenir. Et aux jeunes de s'impliquer, parce que s'ils veulent attendre que tous les seniors disparaissent avant de venir dans la politique, ça va être difficile. Mais je voudrais terminer pour dire, en tant que ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, je voudrais demander aux journalistes surtout, lorsqu'ils vont couvrir les campagnes, qu'ils ne fassent pas l'écho des propos sexistes et qu'ils couvrent les programmes, parce que ça aussi, ça décourage les femmes. Ni propos sexistes, ni propos incitatoires à la violence. Merci, Dr Prignon. Merci, Madame Nina Amon. Merci, Dr Lille. Merci, Madame Yolibi. Merci aux équipes techniques et rédactionnelles de RTI pour ce débat. Ce soir, nous avons tous été au cœur d'une réalité pour explorer les défis et les opportunités qui se présentent aux femmes candidates au poste électif. Merci d'avoir participé, donc, mesdames, messieurs, à ce débat. La politique n'est pas une question de genre. Bonsoir et à très bientôt. À bientôt.